Bien, on va pouvoir commencer bientôt. Tu vois qu'on est maintenant déjà en direct sur Facebook. Voilà. Eh bien, bonjour à tous les deux et peut-être bientôt à tous les trois, puisqu'on on attend un troisième intervenant qui, j'espère, ne va pas tarder. Et puis bonjour surtout à toutes celles et tous ceux qui se sont connectés pour participer à ce webinaire sur les dettes, sur la question de la dette. Avant de présenter les intervenants, je vais juste rappeler rapidement que le thème qui nous intéresse aujourd'hui est totalement d'actualité. De nombreuses voix s'élèvent en ce moment pour dire qu'il faut annuler les dettes. C'est évidemment une revendication que nous, mouvements sociaux, avons depuis très longtemps. Donc, elle est d'actualité d'autant plus à cause de cette pandémie qui annonce, dans un deuxième temps, une récession économique probablement absolument dramatique, en particulier dans les pays du Sud. Et donc, l'urgente nécessité d'annuler la dette n'a jamais été aussi importante. On entend également aussi des voix, et ça c'est plus nouveau, disant qu'il faudrait annuler la dette, y compris des pays européens. Et il y a une offensive vers la Banque centrale européenne actuellement pour dire que je vois par exemple la CNUSED a tenu un discours dans ce sens. On entend même des banquiers se prononcer pour l'annulation de la dette, des dettes publiques en Europe au motif que on est quand même assez effrayé du risque d'un krach financier, d'un problème financier international qui pourrait évidemment déstabiliser l'ensemble du système financier. Donc voilà, devant cette crainte, on voit de plus en plus de gens dire qu'il faut annuler les dettes. Alors, pour le moment, on va s'intéresser surtout à la question de la dette des pays du Sud. Et puis, je préviens également les participantes et participants à ce webinaire qu'ils pourront poser des questions en se servant de petite icône en bas de leur écran qui s'appelle Converser, qui permet de poser des questions. Voilà. Alors, je présente Abdejlil Bedoui, qui est économiste, chef du département des études économiques du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux. Il est en Tunisie. Et puis Éric Toussaint, qui est porte-parole du réseau international du Comité pour l'abolition des dettes illégitimes, le CADTM. Il est, lui, en Belgique, à Liège. Et on attend Souleymane Sissoko. Je vois qu'il est là, mais uniquement par… Ah oui, alors ils se sont trompés, effectivement. Souleymane Sissoko s'est branché probablement sur le lien du public. Peut-être que Paolo, qui est notre soutien technique, peut vite le contacter pour lui demander d'utiliser l'autre lien, puisqu'il nous écrit un message dans le webinaire, ça veut dire qu'il a dû se tromper. Voilà. Ou alors il est en train de nous rejoindre. Enfin, on va voir. Mais de toute façon, ça ne va pas nous empêcher de commencer. Donc, je vais peut-être poser une première question à Abdejlil. Est-ce que tu pourrais, tout d'abord, puisque c'est un petit peu toujours comme ça qu'on commence, faire un constat, c'est-à-dire dire quelle est la situation, la réalité de la question de la dette dans les pays du Sud, la question des transferts et des équilibres entre le Nord et le Sud. Simplement pour qu'on ait un aperçu général de la question avant de commencer sur des questions plus précises. Abdejlil. Évidemment, cette question est vécue plus dramatiquement dans les pays du Sud, surtout dans le pays africain, mais l'Afrique du Nord n'échappe pas à cette réalité aussi. Et bon, on estime que la dette globale de l'Afrique est évaluée à 365 milliards de dollars, mais le poids de l'endettement diffère d'un pays à l'autre. Et la capacité et la possibilité de chaque pays aussi de faire face à ce poids diffèrent aussi selon les situations des uns et des autres. Bon, j'estime, puisque je vous parle à partir de Tunisie, que la situation en Tunisie apparaît très préoccupante, très inquiétante et même menaçante en raison de la fragilité dont la Tunisie est caractérisée actuellement. Bien sûr, la Tunisie fait l'objet d'un ensemble plus vaste qui est l'UMA, mais cet ensemble, il est le moins intégré dans le monde. Mais dans cet ensemble, la Tunisie apparaît comme le pays le plus fragile.
après d'ailleurs la Mauritanie. Le taux d'endettement de la Tunisie actuellement est de 75% du PIB, mais en Mauritanie, c'est plus élevé, contrairement au taux du Maroc, 65%, et seulement 46% en Algérie. Donc, bon, malgré cette différence, il faut dire qu'il y a un ensemble de points communs dans les pays de l'UMA, du Maghreb. C'est que tous les pays connaissent une montée de l'endettement. Et deuxièmement, tous les pays sont insérés dans la mondialisation néolibérale et surtout dans le cadre d'une division internationale de travail qui se contente d'exploiter les avantages comparatifs classiques consistant à exploiter et éventuellement mettre en valeur les ressources naturelles, d'une part, et à se contenter de mettre en place des activités manufacturières employant une main-d'œuvre peu qualifiée et mal rémunérée. C'est un facteur commun. Il est plus prononcé, les activités manufacturières sont plus importantes au Maroc qu'en Tunisie, mais les activités d'exploitation minière est fondamentalement caractérisant l'Algérie et la Libye. Troisièmement, ces pays tous sont exposés et très dépendants des marchés extérieurs, de leurs fluctuations et de leurs crises répétitives dans le cadre de la mondialisation, et donc tous exposés aux chocs externes à des degrés divers, mais c'est une caractéristique commune de cet ensemble économique. Un autre élément, c'est que tous, dans cette insertion internationale, utilisent la compétitivité prix pour s'aménager une part du marché extérieur. Nous savons que cette compétitivité prix implique l'adoption de politiques déflationnistes, donc peu favorables justement à la prospérité, à la croissance de la question sociale en général. Tous aussi utilisent, tous ont des liens. Ils sont liés par des accords avec l'Union européenne et même avec le FMI de temps en temps pour certains pays. Mais la Tunisie, pratiquement comme le Maroc, a des liens permanents, donc exposés à toutes les conditionnalités imposées par le FMI, visant à entretenir ce genre de modèle et surtout à entretenir la croissance de l'insertion mondiale pour pouvoir mieux dominer et subordonner ces pays. Je vais interrompre 2 secondes parce que je voulais présenter Souleymane Sissoko qui a pu nous rejoindre entre-temps et qui est donc maintenant avec nous. Souleymane vient du Sénégal, il est à Dakar et il est économiste et membre du Conseil des ONG d'appui au développement. Est-ce que je vais peut-être, pour favoriser des interventions qui ne soient pas trop longues, parce que vous allez voir que l'heure de débat passe très vite, je voulais passer justement la parole à Souleymane. Ce phénomène de l'endettement, il est évidemment imposé comme une sorte de lien de subordination aux créanciers, aux bailleurs, que sont les pays européens et les institutions internationales. Vous revendiquez un droit d'inventaire justement sur cette dette, Souleymane. Comment est-ce que vous pouvez le définir? Est-ce que vous nous entendez bien? Oui, je vous entends bien. Bon, merci. Vraiment, on est très content d'engager un tel débat, en fait, pour éclairer davantage la question de l'endettement de nos pays, et particulièrement le Sénégal. Mais je dois rappeler qu'il y a un certain nombre de luttes et de combats qui ont été menés effectivement par la société civile au Sénégal, en collaboration avec le comité d'action pour la lutte contre l'endettement au niveau des pays du tiers-monde. Et à ce titre, il faut rendre un grand hommage à M. Éric Toussaint, parce qu'il m'a permis effectivement de lire
tous les combats qui ont été menés en amont et en aval jusqu'à l'annulation de la dette, c'est vraiment des combats salutaires qu'il faut reconnaître. Donc, je dis que simplement au niveau du Sénégal, la question de l'endettement pose un grand débat parce que les citoyens se posent la question comment on a pu arriver à reconstituer ce même volume d'endettement qui a été annulé en 2005. Et ce n'est même pas cela qui pose problème, mais c'est le rythme, n'est-ce pas, de cet endettement et qui avoisine aujourd'hui à pratiquement 60% du PIB. Alors, vous voyez maintenant aujourd'hui avec ce choc du Covid-19, comment les populations sont inquiétées, beaucoup de questions se posent. Est-ce que l'annulation de la dette doit être aujourd'hui la priorité des Sénégalais? Il y a un grand débat aujourd'hui. Il y a les partisans de l'annulation comme il y a des partisans de la non-annulation de la dette. Mais la position aujourd'hui de la société civile au Sénégal, c'est de dire que oui, pour l'annulation de la dette, mais avec un droit d'inventaire. Le droit d'inventaire, parce que dans l'ouvrage qui a été fait par le CADTM, effectivement, il est prévu un mécanisme qui, aujourd'hui, un mécanisme d'annulation de la dette, mais sans impunité. Donc, sans impunité, on a mis en place un processus qui va arriver jusqu'à avoir les instruments de suivi, n'est-ce pas, de cette dette. Et alors, nous avons pensé que aujourd'hui, compte tenu des chocs du Covid-19, il y a une mission fondamentale aujourd'hui qu'il faut ajouter aux missions du Fonds monétaire international. C'est une mission de responsabilité sociale, mission de responsabilité sociétale. Puisque cet instrument de régulation monétaire internationale n'est pas absent, n'est-ce pas, des processus d'endettement de nos pays. Donc, cette mission sociale aujourd'hui, le FMI, en tout cas, doit l'intégrer dans ses fonctions. Ça, c'est un troisième élément. On s'inquiète parce qu'aujourd'hui, le Sénégal a lancé un programme qu'on appelle le plan Sénégal émergent. Dans le plan Sénégal émergent, il est prévu un axe très important, en l'occurrence, la transformation structurelle de nos économies. Cette transformation structurelle de nos économies, aujourd'hui, a poussé l'État à faire des investissements énormes. C'est aujourd'hui le terre à Dakar qui est en train de se faire. C'est des investissements dans le sport. C'est la construction d'une nouvelle ville pour faire face à la question de la poussée démographique urbaine et tout. Mais la question est de savoir aujourd'hui à qui profitent réellement ces investissements. Parce que ces investissements ont été exécutés dans la plupart des temps par les partenariats publics et privés. Or, la faiblesse du secteur privé national, effectivement, n'est pas suffisamment tenue en compte dans le cadre de ces investissements. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a un vaste débat sur la question de l'annulation de la dette, mais avec un droit d'inventaire. Merci. Merci Souleymane. Il faut que je te dise une chose. Il y a des moments où on ne t'entend pas. Il faudrait que tu restes bien face à l'écran. Parce que si tu bouges à droite et à gauche, on n'entend plus. Hein. Donc, restez bien au milieu face à l'écran. Éric Toussaint, Éric, est-ce que tu peux compléter les propos de nos deux amis pour expliquer un petit peu pourquoi, dans le contexte actuel de cette pandémie, la question devient véritablement très aiguë. Et je disais tout à l'heure qu'on entend beaucoup de voix qui appellent à l'annulation. On a même entendu le président Macron appeler à l'annulation de la dette. Est-ce qu'il faut le croire? Qu'est-ce qu'il faut en penser, tous ces appels? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce qu'on va véritablement vers un appel ou un changement de la gouvernance dans ce sens? Non, je crois qu'il ne faut se faire malheureusement aucune illusion. C'est une succession d'effets, d'annonces, qu'elles soient prononcées par le président français, Emmanuel Macron, ou par la directrice générale du Fonds monétaire international, ou le président nord-américain de la Banque mondiale, ainsi que d'autres porte-parole d'autres institutions. Ils ont, chaque fois, dans des moments dramatiques, il faut se rappeler, ils ont parlé d'annulation de dette. Rappelez-vous peut-être, même si c'est assez lointain dans les mémoires, le tsunami de 2004 qui a touché l'Inde, l'Indonésie
la Thaïlande de manière dramatique et on avait parlé d'annulation de dette et ça n'a pas eu lieu. Et pourquoi je mentionne ce drame du tsunami où 200 000 personnes sont mortes? C'est que justement, les organismes internationaux emploient le même type de réponse qu'ils avaient mis en pratique à ce moment-là, à savoir reporter des paiements. Et reporter des paiements, bien, on ne doit pas, les gouvernements, dans ce cas-là, certains gouvernements, ceux qui sont considérés comme les bons élèves par le Fonds monétaire et la Banque mondiale et les autres créanciers, sont autorisés à reporter des paiements, mais il ne s'agit pas pour les créanciers d'annuler des dettes. Il s'agit de dire, écoutez, on va attendre un an et demi pour que vous recommenciez les remboursements. Et donc ça, c'est totalement insuffisant. Aucun ne parle d'audit de la dette, alors qu'il faut justement faire l'inventaire des dettes réclamées aux pays africains ou aux autres pays du tiers-monde et déterminer la part odieuse ou illégitime ou illégale ou insoutenable et aller effectivement vers l'annulation, répudiation. Et du point de vue du CADTM, ça implique une mobilisation des mouvements sociaux pour créer un rapport de force à l'égard des gouvernements des pays débiteurs et des pays créanciers. Parce qu'il faut bien avoir en tête qu'il y a complicité entre les classes dominantes des pays endettés et les classes dominantes des pays du Nord. Les pays du Nord ont augmenté fortement les prêts aux pays du Sud, notamment les exportateurs de matières premières, mais pas seulement. Par exemple, des pays qui n'avaient pas accès aux marchés financiers, comme le Rwanda, ont eu tout d'un coup, avec d'autres pays et le Sénégal, la possibilité de vendre des titres sur les marchés financiers internationaux. Mais pas parce que tout d'un coup les créanciers étaient devenus généreux, non, parce que on avait des taux d'intérêt très bas en Europe et en Amérique du Nord, et les investisseurs financiers, le grand capital du Nord, des fonds d'investissement, des banques, etc., cherchaient la rentabilité. Donc prêter au Sénégal à du 5-6% ou au Rwanda, alors qu'on prête à du 1 ou 2 ou 3% au Nord, eh bien c'est rentable de prêter dans ces conditions-là. Le FMI, lui, prête aussi à du 3 à 4, 5%. La Banque mondiale, ça peut varier. Et puis, comme vous savez, il y a la Chine qui a débarqué comme un créancier important et qui représente environ un tiers de la dette réclamée à l'Afrique aujourd'hui. Et donc, tous ces créanciers prononcent des belles paroles pour calmer les peuples, et les dirigeants du Sud, eux, y compris le président sénégalais, dit il faudrait annuler la dette, mais en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'il faudrait suspendre le paiement de la dette, réellement, et le temps de réaliser un audit de la dette pour déterminer ce qu'on paiera ou qu'on ne paiera pas, et donc il devra être annulé et répudié. Alors justement, à propos d'audit, Abdeljelil, il me semble qu'en Tunisie, vous aviez fait ce travail d'auditer la dette tunisienne il y a quelques années. Est-ce que c'est un travail qui a été actualisé? Est-ce que vous continuez à faire ce... Je sais qu'en Europe, en tout cas ici en France en particulier, moi je fais partie d'Attaque, on a eu une campagne très importante de collectifs citoyens qui avaient fait un travail d'audit des dettes, notamment des collectivités territoriales. Et cette campagne avait eu pas mal d'écho, en tout cas, elle s'était beaucoup développée de ce côté-ci de la Méditerranée. Est-ce que chez vous, est-ce qu'il y a aussi ce travail d'audit qui a été fait? Je crois que sur la Tunisie, c'est le cas. Oui, oui, il y a eu une initiative dans la législature, justement la deuxième législature du Parlement de 2014 à 2019, donc je ne sais pas exactement la date, mais il y a eu une proposition d'un projet de loi visant à constituer une commission parlementaire pour préparer cette question et discuter cette question d'audit. Mais cette proposition de projet de loi a été justement
classé dans les tiroirs du Parlement et n'a pas fait l'objet réellement d'un débat parlementaire. Mais ça n'empêche que la société civile continue toujours à soulever ce problème et on espère que le Parlement actuel essaye d'appuyer une pareille initiative pour pouvoir avancer, faire avancer ce dossier. Bon, je voudrais, puisque je reprends la parole, je voudrais un peu insister sur le fait que la question de la dette dans les pays du Sud, et particulièrement en Tunisie, bon, j'ai voulu, moi, limiter mon intervention à un espace un peu plus large, l'UMA, parce qu'il y a beaucoup de similitudes, mais tout en se référant d'une façon plus précise au cas tunisien. Pourquoi? Parce que je considère que la dette dépasse un peu la question de prêt et emprunt entre parties prenantes dans ce contrat financier. Parce que cette question dépend de trois choses fondamentalement. Ça dépend de la nature du régime de développement, de la croissance. Et nous sommes dans un régime de croissance dépendant, dominé, et qui jusqu'à maintenant donne plutôt des signes multiples d'essoufflement que des résultats probants. Deuxième aspect, ça dépend du mode de gouvernance, et ceci renvoie à une question plus profonde relative à la nature sociale de l'État, nature de classe de l'État. Enfin, ça dépend du mode d'insertion internationale du pays et surtout de sa velléité à négocier les contraintes internationales et justement les politiques proposées et les conditions imposées par les institutions internationales, ou bien il se contente de se soumettre au choix et aux diktats et aux conditionnalités des institutions internationales et des acteurs dominants à l'échelle mondiale. Or, malheureusement, pour la Tunisie, et je crois dans une grande partie, c'est valable aussi pour les pays de l'ensemble que j'ai évoqué tout à l'heure, l'UMA, nous avons un régime de croissance dépendant et surtout une croissance extensive en Tunisie, même je crois au Maroc, extensive parce que toute croissance extensive est grande consommatrice de toutes les ressources, que ce soit financières, humaines ou naturelles. Donc, ça génère nécessairement un recours à l'endettement. Deuxièmement, c'est une croissance très appuyée par les États en question en termes de privilèges et d'avantages fiscaux, financiers, douaniers, et ainsi de suite. Donc, ça coûte beaucoup en termes de manque à gagner fiscal pour les États qui sont amenés à recourir à l'endettement faute de pouvoir mettre en œuvre des réformes courageuses, vigoureuses et nécessaires en termes de lutte contre l'invasion fiscale, en termes de lutte contre les fuites de capitaux, en termes de lutte contre le secteur informel qui échappe totalement aux contributions fiscales et sociales. Donc tout cela fait qu'on recourt constamment et d'une façon permanente à l'endettement. Ce mode de gouvernance chez nous, particulièrement en Tunisie depuis 2011, a été aggravé par une certaine mentalité qui prend de l'ampleur et qui s'élargit, à savoir la mentalité de partage du butin. C'est-à-dire, les événements de 2011 ont été jusqu'à maintenant considérés comme une conquête qui devrait donner lieu à un butin qu'il faut partager. Et toute la dynamique politique actuellement mise en place vise à améliorer sa position dans ce partage. Évidemment, avec l'affaiblissement des conditions économiques, le recours avec cette mentalité à l'endettement extérieur ne peut que s'aggraver, et c'est le cas. Parce que, bon, en 2010, on était
à 40% d'endettement, de taux d'endettement. Et maintenant, en 2019, on se retrouve avec 75%. Et même dans les années à venir, d'après toutes les analyses et les projections, ça va dépasser très facilement les 80%. Et surtout, actuellement, les services de la dette prennent une ampleur insupportable parce que ça représente en 2019, ça a représenté 23% des dépenses budgétaires. C'est énorme et on prévoit que ce taux va atteindre 25% des dépenses budgétaires en 2020. Et même les services de la dette, par rapport au PIB, ne cesse d'augmenter. Il est actuellement presque… Abdelgid, je vais passer la parole à Ouais, Souleymane. allez-y. N'hésitez pas à me couper parce Oui, que c'est pour ça, c'est ce que m'arrêter tout ça. C'était un petit peu long. Okay. Souleymane, je ne sais plus qui a parlé, il faut ouvrir le micro, voilà. Quelqu'un a parlé des conditionnalités. Est-ce que justement dans cette situation terrible de la pandémie, est-ce qu'on devrait penser, et j'imagine que vous l'avez fait, à conditionner la dette, c'est-à-dire à des conditionnalités du type l'endettement, oui, mais pour le diriger vers des investissements pour la santé, pour l'éducation, pour l'environnement, etc. De ce type de conditionnalité, est-ce que c'est possible? Oui, effectivement, au niveau de la société civile au Sénégal, nous travaillons justement à ce qu'il y ait de véritables réformes structurelles, tant sur le plan économique, social, politique. Parce que la réforme des services de l'État participe quelque part à lutter contre, en finalité, à lutter contre la pauvreté, le chômage, en tout cas à installer toute l'infrastructure de base nécessaire de participer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Et moi, je me réfère toujours aux travaux, en tout cas faits de la CDTM, parce que dans cette CDTM, il a été prévu de mettre en place un observatoire global de la mondialisation. Alors, fort de cette recommandation extrêmement importante, nous, au Sénégal, nous avons travaillé, en tout cas, nous travaillons à mettre en place un observatoire du budget et de la dette. Parce qu'il faut renforcer désormais le contrôle citoyen sur la gestion économique financière du pays, parce que au-delà des questions structurelles sur lesquelles je vais revenir, ce niveau d'endettement est quand même inquiétant. Il est inquiétant dans la mesure où, dans notre dispositif juridique institutionnel, on a procédé à une révision du Code des marchés publics pour introduire ce qu'on appelle la notion d'offre spontanée. La notion d'offre spontanée est relative, c'est une capacité d'attirer les investisseurs étrangers. Donc, ces investissements étrangers, quand on les attire, mais cette offre spontanée, il n'y a pas une entreprise, en tout cas pour le moment au Sénégal, qui est capable de faire une offre spontanée de plus de, en tout cas de 50 milliards à un gouvernement. Donc, autrement dit, favoriser l'entrée de ces idées au Sénégal, c'est bien, mais les conditions d'opérationnalisation justement de ces idées posent problème dans la mesure où ce n'est pas accompagné par un transfert technologique ou de savoir, à part avoir une certaine faiblesse, une faible assistance ponctuelle pour l'exécution de ces investissements. Ça pose quand même un problème. Deuxième élément, c'est le fait qu'aujourd'hui, qu'on ait pu en tout cas passer ce niveau d'endettement de jusqu'à 60%. Mais in fine, le résultat, c'est quoi? On a des taux de croissance soutenus pendant 5 ans qui avoisinent en moins entre 5 et 6% de taux de croissance. C'est quand même beaucoup. Mais il se trouve que ce taux de croissance est externalisé. Nous avons une économie extravertie. Donc, nous avons des problèmes de structure de notre économie. Donc, ces problèmes de structure font qu'aujourd'hui, quels que soient les investissements qui sont faits, mais les retombées de l'investissement ne tombent pas, en tout cas, entre les mains des Sénégalais ou les poches des populations les plus démunies. Parce que la question aujourd'hui de l'autosuffisance alimentaire est d'actualité. On avait lancé il y a de cela 2 ans, 3 ans, le programme d'autosuffisance en riz. Avec le choc de la pandémie,
aujourd'hui, ce programme d'autosuffisance alimentaire reste encore un objectif entier parce que le niveau de production du riz ne couvre pas les besoins. Il suffisait qu'aujourd'hui qu'on arrête les importations pour qu'on soit dans une sorte de crise alimentaire. Donc, les questions de structure économique au Sénégal sont vraiment bien posées. La question de la dette, effectivement, doit être suivie par un contrôle citoyen, à savoir maintenant désormais la mise en place de cet observatoire du budget et de la dette qui va renforcer justement la transparence, n'est-ce pas, le contrôle citoyen sur l'utilisation des ressources. Un autre problème, je veux en tout cas introduire, qu'est-ce qui explique ou qui pourrait expliquer on n'entend pas très bien. Le recours à l'endettement de nos pays. C'est parce que, nous avons un marché obligataire qui n'est pas trop important, qui commence à se développer. On n'a pas un marché hypothécaire, sauf bon, par exemple le Maroc et un peu l'Afrique du Sud et autres. Mais aujourd'hui, en Afrique subsaharienne, il n'y a pas de banque. Il n'y a pas de banque parce que les banques ne sont pas dans des logiques de long terme. Et les dispositifs de Bâle 3 viennent interdire, en tout cas, les banques européennes à faire des crédits à long terme, c'est-à-dire de 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Ça n'existe pas. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a un début, en tout cas, d'amélioration. On n'entend pas très bien, Souleymane. On a du mal à entendre. Il faut se recentrer devant le micro parce que la voix ne porte pas bien. Allô, vous m'entendez? Là, ça va, oui. Voilà, je disais que le recours à l'endettement au Sénégal s'explique également par le fait que nous n'avons pas un marché hypothécaire, nous n'avons pas un marché obligataire qui commence mais qui est très faible. Bon, ceci fait qu'aujourd'hui, on a toujours recours à aller sur les marchés financiers, n'est-ce pas, pour recourir à l'endettement. Bon, cela aussi peut s'expliquer parce que, bon, les maturités et les taux d'intérêt sont relativement plus faibles que si, effectivement, l'État venait sur le marché local à pouvoir mobiliser, n'est-ce pas, du recours à l'endettement local parce que ça va créer ce qu'on appelle l'effet d'éviction. Donc, il faut plus laisser les entreprises au niveau local recourir à ce mécanisme pour financer un peu les entreprises. Et l'État peut aller effectivement sur le marché, mais là n'est pas le problème. C'est les conditions dans lesquelles nos États vont aller s'endetter. Ces conditions d'endettement sont liées du fait que les profils ou les projets qui sont soumis ne sont pas des projets suffisamment étudiés qui puissent effectivement avoir ce qu'on appelle des chocs de productivité capables de créer de la valeur ajoutée et qui participent de la transformation structurelle de nos économies. Merci. Je vais passer la parole à Éric Toussaint. Alors, Éric, je vois que tu as commencé à répondre à un participant qui voulait savoir quels étaient les critères pour définir une dette odieuse. Tu as donc répondu longuement. Si vous vous référez au texte, je pense que tout le monde y a accès, donc pourront voir ta réponse. Je sais que vous avez un débat entre vous et que vous n'êtes pas tous d'accord sur la nécessité de l'endettement. Est-ce que, avant de passer peut-être à des questions plus concrètes sur comment faire pour nous mobiliser, pour essayer de faire pression pour que les institutions et les gouvernements annulent la dette, est-ce que tu pourrais nous dire, je sais que toi tu penses qu'il est possible d'échapper à l'endettement, et quelles seraient, alors en théorie, quelles sont les autres sources de financement possibles pour des économies comme celle des pays africains? Bien, donc je pense que effectivement, ce n'est pas inéluctable de dépendre du financement extérieur. Il peut y avoir un financement sur la base des ressources internes du pays, notamment les ressources du pays, c'est réellement promouvoir un développement économique et une utilisation prudente des ressources naturelles, les transformer sur place, développer le marché intérieur pour générer des revenus, des emplois, et réussir, s'il faut vendre, et logiquement il faut vendre sur le marché mondial, ces produits transformés à un prix beaucoup plus élevé que le prix d'une matière première brute
comme malheureusement les pays, la majorité des pays africains sont contraints par leur acceptation de la part des gouvernements locaux du modèle imposé par le Nord, sont contraints de respecter. C'est-à-dire les pays comme le Sénégal ou même comme la Tunisie, mais parlons de tout le reste des pays d'Afrique subsaharienne, essentiellement exportent des matières premières ou des produits agricoles non transformés. Et les prix sont fixés par le marché mondial, essentiellement par les grandes entreprises du Nord, dont fait partie la Chine. Et donc, ça, c'est un premier élément. Il faut négocier les prix des exportations en réalisant des cartels de producteurs. Il faut aussi, il y a une richesse très importante des classes dominantes africaines qui est planquée dans les pays du Nord. Les biens mal acquis, c'est quelque chose d'extrêmement important. Une grande partie des crédits octroyés par des banques ou des organismes multilatéraux au gouvernement des pays africains sont détournés, accumulés de manière illicite par les élites qui participent du pouvoir et par la classe dominante locale et placés sur des comptes en banque ou sous la forme d'achat de biens immobiliers dans les pays du Nord. Donc, rapatrier les biens mal acquis est un élément absolument clé pour générer des revenus suffisants à réinvestir dans l'intérêt de la population sous contrôle des populations locales. Financés aussi par des impôts que doivent payer les transnationales qui sont présentes, les sociétés multinationales, les Bolloré, les Bouygues, les Total, toutes ces entreprises, qu'elles soient françaises, américaines ou chinoises, qui exploitent, comme l'a dit notre collègue de Tunisie, les travailleurs en leur payant des salaires extrêmement bas et en payant quasiment pas d'impôts. Donc il faut que les États prélèvent des impôts. Des exemples, s'il faut en donner, mais la Bolivie, par exemple, du temps d'Evo Morales, a augmenté très fortement les impôts que devaient payer les multinationales exploitant les ressources naturelles de la Bolivie et les a réinvestis, le gouvernement les a réinvestis dans le développement social et ça a bénéficié réellement à l'économie bolivienne. Évidemment, ça mécontente des pouvoirs en place, des pouvoirs, les élites locales qui sont, comme on le dit dans la terminologie de l'école de la dépendance des bourgeoisies, compradors, c'est-à-dire qu'elles se spécialisent dans la vente-achat, dans l'import-export, et pas dans le développement réel des économies locales. Donc ce problème-là n'est pas surmonté. Donc je pense qu'il faut mieux exploiter les ressources locales, dépendre de manière tout à fait prudente de la relation au marché mondial, c'est-à-dire qu'il faut développer le marché local ou le marché régional, les synergies entre les différentes économies. Et ça renvoie, si on parle de l'Afrique, à la nécessité d'un projet panafricain. Et si on parle de la région arabe, un projet panarabe ou panarabe, le panarabisme qui a été beaucoup discuté et fait l'objet d'initiatives dans les années 50-60 devrait être lancé dans une perspective progressiste et dans une perspective qui essaye de rompre avec la dépendance au modèle extractiviste exportateur. Et par ailleurs, il faut absolument que la femme puisse être reconnue dans son rôle de contribuant au développement humain, ce qui est absolument fondamental. Ça implique des réformes radicales aussi de ce côté-là et de reconnaître le travail caché, on va dire, ou non rémunéré des femmes, que ce soit bien sûr au sud ou au nord. Alors on m'a posé la question de définition de dette. Tu disais juste que j'ai mis une longue définition de la dette odieuse. En 2 mots, c'est une dette qui était contractée contre l'intérêt de la population et les prêteurs, sachant que ça allait aller contre la population. Là, je vais vous dire très clairement,
On parle du Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international, il fait partie du problème et pas de la solution. Le Fonds monétaire international, il soutient les classes dominantes locales et les régimes corrompus des pays qui s'endettent et il dicte toutes les politiques qu'a critiquées Abdoulaye Sissoko, c'est-à-dire l'ouverture totale du marché d'un pays comme le Sénégal, la révision du code du travail, la révision du code minier dans tous les pays africains, et le FMI systématiquement a contribué très activement à détruire les acquis des systèmes de santé publique qui avaient été construits au cours des années 60, 70 jusqu'au début des années 80. Dans toutes les conditionnalités, parce qu'on a parlé des conditionnalités pour annuler la dette, le problème c'est que les conditionnalités fixées par le FMI renforcent la vulnérabilité des économies africaines ou des autres pays dits en développement et détruit les systèmes de santé en les privatisant et promeut, comme l'a critiqué Abdoulaye Sissoko, les partenariats privés-publics qui renforcent absolument les intérêts privés des grandes entreprises qui sont capables de soumissionner, de faire des offres, de répondre aux offres, comme l'a mentionné Abdoulaye Sissoko, pour de grands montants, alors que les producteurs locaux ne sont pas capables de répondre à la concurrence. Donc il faut restaurer des mécanismes de protection des producteurs locaux et rompre avec la logique de la soumission aux accords de partenariat économique et aux accords d'endettement qui poursuivent l'objectif de renforcer l'ouverture des marchés et de les soumettre aux aléas des chocs extérieurs, comme l'a aussi critiqué notre collègue et ami de Tunisie. Est-ce que si, alors on va peut-être en venir aux questions, il nous reste maintenant une vingtaine de minutes. Je vois qu'il y a plusieurs questions sur le fait que la Chine maintenant s'est substituée ou se substitue de plus en plus aux créanciers traditionnels avec son projet de route de la soie. Elle crée des endettements supplémentaires sur le financement de grandes infrastructures qui sont souvent des infrastructures d'ailleurs de prestige et qui ne sont pas véritablement utiles aux populations locales. Est-ce que là, il n'y a pas un problème encore supplémentaire qui vient s'ajouter? C'est justement cette nouvelle dépendance vis-à-vis de la Chine. Qui veut répondre à la question? Si possible, assez rapidement, parce que je vois qu'il y a pas mal de questions. Est-ce que Abdelgij ou Oui. Souleymane? Bon, de toute façon, la dépendance ne dépend ni de la Chine, ni de l'Europe, ni de l'Amérique. La dépendance, c'est un phénomène justement à rejeter. Et, il faut réellement organiser l'opposition à ce genre de… Donc, la Chine ou autre, ça reste de la dépendance. Moi, je voudrais, pour répondre à cette question, revenir à la question centrale de la dette. La dette ne doit pas être conçue comme une source de financement pour le développement. Elle doit être conçue comme un complément à un effort de mobilisation de ressources internes. Or, actuellement, ce que nous voyons dans tous les pays du Sud, c'est justement un effort très faible pour mobiliser les ressources intérieures et limiter le recours à la dette extérieure. Je vous donne un exemple en Tunisie. Nous avons 4 problèmes fondamentaux. Tout le monde est unanime pour considérer que ce sont des problèmes graves auxquels il faut s'attaquer. Néanmoins, l'État, jusqu'à maintenant, ne fait rien. Le premier problème, c'est la tendance à l'informalisation de l'économie, c'est-à-dire le secteur informel, qui est un phénomène ancien, mais en Tunisie, qui a pris de l'ampleur pendant les 10 dernières années à un niveau insupportable, puisqu'il concentre de plus en plus une part croissante de la richesse sans aucune contribution à l'effort de l'État et à la communauté en termes fiscaux et sociaux. Bien plus, il cause des problèmes en termes de concurrence déloyale qui mettent en péril tout ce qui est formel et en termes aussi de menaces pour la santé de la population.
parce que ça se livre à des échanges de produits généralement non conformes aux normes sanitaires et autres, ou bien environnementales et autres. Et pourtant, personne ne touche à ce secteur. Bien plus, ce secteur devient dominant et il finance même les partis actuellement politiques, ce qui explique un peu la complicité de la classe politique vis-à-vis de ce secteur, qui même le patronat justement réclame et revendique des mesures rigoureuses pour limiter les dégâts de ce secteur. Deuxièmement, l'évasion fiscale et le privilège fiscal. Même le FMI considère que les privilèges fiscaux atteignent des niveaux insupportables, environ 3% du PIB. Et pourtant, aucune réforme. Et surtout, les privilèges accordés pour tout ce qui est secteur offshore, qui bénéficie de tous les privilèges possibles et qui ne rapporte rien à l'économie, sauf en termes un peu d'emploi et d'une valeur ajoutée faible. Mais quand il vend son chiffre d'affaires, et surtout ses bénéfices, et tout ça reste à l'extérieur, conformément à la loi. Donc, ça gêne l'accumulation du capital en Tunisie et le développement économique en Tunisie. Et à titre d'exemple, toutes les sources estiment au moins 50% de recettes fiscales font l'objet d'une évasion. Enfin, la fuite des capitaux. En Tunisie, elle atteint des proportions alarmantes, 60 milliards de dollars jusqu'à 2014. Et même en 2012 et en 2013, la fuite moyenne annuelle a atteint 4,1 milliards, alors qu'en 2011, cette fuite n'était que de 1,6 milliard. Et c'est une donc manne importante qui représente 2 fois le PIB et 4 fois le budget, 4 fois, pardon, la dette extérieure en 2015. Donc, c'est ça, il faut mobiliser ces ressources. Après, justement, on peut envisager, si les besoins de financement dépassent les ressources mobilisées, on peut éventuellement faire recours à la dette extérieure, mais affecter cette dette extérieure à la création des richesses pour pouvoir rembourser la dette, ne pas se retrouver dans des situations où on est obligé de se soumettre aux conditions des bailleurs de fonds, genre FMI et autres. Donc, merci, c'est valable pour la Chine, pour l'Europe. Parce qu'il y a encore beaucoup de questions. Excuse-moi, on a encore pas mal de questions à traiter et plus beaucoup de temps. Je vais revenir vers Eric. Eric, est-ce qu'on peut faire confiance à cette espèce de politique du pire qui serait que les gens, les banquiers en particulier, craignent dans la période actuelle une bulle de la dette qui pourrait exploser, qui pourrait mettre en péril l'équilibre des marchés financiers internationaux pour justement faire en sorte que justement l'annulation de la dette soit décidée réellement? Ou est-ce que c'est une vue de l'esprit? Je crois que franchement, je dirais que c'est un peu une vue de l'esprit parce que les banquiers, pour le moment, ils sont sauvés par des interventions massives de la Banque centrale européenne, de la Réserve fédérale des États-Unis et des autres grandes banques du Japon, de Chine, d'Angleterre, etc. Et ils ne demandent qu'à de nouveau endetter toute une série d'agents économiques et les pays du Sud pour faire de la rentabilité. Et donc, pour le moment, ils ne sont pas spécialement préoccupés par la crise de la dette qui pourrait survenir de manière importante dans les pays en développement. Ils le voient plutôt comme une opportunité pour encore acheter à des prix bradés des terrains, des concessions, réaliser des investissements financiers rentables, etc. Et donc, il ne faut pas imaginer que ceux du Nord ont réellement peur de ce qui peut
arriver du côté financier au sud. Et nous, par contre, on doit être extrêmement préoccupés par le fait que l'arrivée de l'épidémie du coronavirus est en train seulement de toucher le continent africain. Il touche maintenant d'une manière assez importante le Brésil et l'Équateur. L'Équateur sous-estime totalement, je parle de l'Équateur en Amérique latine, sous-estime totalement le nombre de décès. Et vous savez comme moi que le président brésilien se comporte d'une manière complètement irresponsable par rapport à sa population. Mais on sait très bien que si l'épidémie impacte des pays comme le Sénégal, le Rwanda ou la République démocratique du Congo, l'effet va être absolument dramatique. Parce que respecter le confinement ou soigner aux soins intensifs avec des ventilateurs respiratoires les personnes avec atteintes de manière aiguë par le Covid-19 n'est absolument pas possible vu la destruction du système de santé publique dans les pays africains. Or, donc, il faut se préparer à ça. C'est ça l'urgence. L'urgence, c'est une urgence sanitaire, sachant qu'il y a déjà d'autres urgences. Le nombre de décès dus à la malaria, le nombre de décès dus à la maladie du sommeil, le nombre de décès dus à la pneumonie qui touche une série de pays, et donc et à la malnutrition. Tout ça, le continent et la population africaine est déjà impacté. Je dirais qu'il faudrait un programme d'urgence de suspension de paiement de la dette pour réorienter les dépenses publiques vers un renforcement très important du système de santé publique, aider les victimes de la crise, parce qu'on a parlé, plutôt si vous voulez, que l'impact immédiat de la crise de la dette, ce qu'on va avoir, c'est l'impact immédiat sur les pays du Sud de la crise économique dans les pays du Nord, qui importent beaucoup moins de matières premières, ce qui provoque une chute du prix des matières premières et qui donc provoque une chute des exportations des pays africains sur le marché mondial, qui va diminuer les revenus alors qu'il faut payer la dette. Avec des personnes qui auront perdu leur emploi. Et donc, il faut fournir des emplois. C'est le moment d'un grand tournant vers satisfaire les besoins locaux et donc des populations locales. Et donc, pour moi, il faudrait que les mouvements sociaux brandissent la question de la suspension du paiement, de l'audit des dettes pendant la suspension de paiement pour aboutir à des répudiations et l'application d'un tout autre modèle économique qui soit réellement sous contrôle des populations locales et dans l'intérêt des populations locales. Ce que tu viens de dire est très important parce que justement, on nous pose maintenant plusieurs questions sur le constat. Nous l'avons fait pendant toute cette première partie de discussion, mais comment renforcer notre action pour pouvoir faire bouger les choses? Alors, tu viens de dire, effectivement, compter beaucoup plus sur le développement endogène des pays africains et moins d'avoir ressources à faire à l'endettement. Et puis surtout faire face aux problèmes sanitaires. En même temps, il y a effectivement les exigences du paiement de la dette. Donc, quelle est la solution et qu'est-ce qu'on peut faire, nous, aux mouvements sociaux, pour faire pression et faire en sorte que le paiement de la dette soit suspendu, au moins suspendu évidemment, sinon complètement annulé, puisque c'est une exigence qui continue à être totalement pertinente. Alors, je vais vous passer la parole à tour de rôle pour à peine 2-3 minutes, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Donc, peut-être Souleymane en premier. Je suis tout à fait en phase avec mes co-débatteurs sur la question effectivement des conséquences de l'endettement, surtout dans nos pays. Et comme l'a bien souligné M. Abdoui, sur l'incapacité ou la difficulté de nos pays à mobiliser les ressources locales pour financer nos économies. Donc ici au Sénégal, nous avons un sérieux problème qui est lié en fait à la mobilisation des ressources
Donc, tant sur au plan de la consommation qu'au plan de la production, la capacité de mobilisation des ressources de l'État semble également être très difficile. Et aujourd'hui, le coronavirus qui vient de s'ajouter à cette difficulté de mobilisation de ressources, ce qui est évident, les conséquences seront vraiment très sévères, pour ne pas dire incalculables. Alors, par rapport maintenant à l'engagement que doivent prendre les acteurs de la société civile pour faire face à la question de la dette et les alternatives justement qu'il faut opérer, c'est que nous disons qu'il y a des débuts de solutions, mais très timides. En ce qui concerne, par exemple, le financement de nos économies par des opportunités de l'épargne des migrants, qui n'est pas suffisamment bien canalisée. Aujourd'hui, quand on regarde un peu les banques marocaines et sud-africaines qui ont un peu supplanté les banques européennes au Sénégal, c'est la première banque au Sénégal, c'est Attijari Ouattara, il y a aussi la BMCE, n'est-ce pas, la BMCE, qui aujourd'hui finance les investissements, en tout cas les plus importants, et à long terme, contrairement aux banques européennes. Ça, c'est une problématique extrêmement sérieuse. Donc, le troisième élément qu'il faut ajouter dans ça, c'est que nous sommes d'accord pour l'annulation de la dette, mais accompagné d'un véritable audit de cette dette. Parce que il ne faut pas qu'on habitue nos pays à développer des stratégies ou des expertises dans l'annulation de la dette, parce que ça deviendra un peu facile. On ne peut pas contracter des dettes au nom d'une certaine souveraineté nationale et vouloir transférer, n'est-ce pas, les risques de paiement de cet endettement à les générations futures, n'est-ce pas? Parce que au fur et à mesure que nous avançons, il y a des incertitudes, il y a des conséquences qui viennent s'ajouter à nos problématiques d'aujourd'hui. Donc, on ne peut pas les transférer comme ça à des générations futures, que cette dette passe entre pertes et profits. Non. Il faut que ça soit accompagné d'un agenda de réforme clair des services publics, de l'État, et également de travailler à, en tout cas, rééquilibrer les relations économiques, n'est-ce pas, entre l'Europe et l'Afrique, parce qu'on nous a introduit, effectivement, on nous a soumis les APE, les accords de partenariat économique, qui aujourd'hui sont en train de déstructurer davantage, n'est-ce pas, notre capacité, n'est-ce pas, commerciale, notre capacité de production économique. Quand on sait que ces filiales qui sont passées un peu partout dans le monde ont laissé quand même des dégâts extrêmement importants. Donc, c'est les réformes. Il nous reste 3 minutes pour avant 6 heures, donc il va falloir faire très vite. Je voulais simplement terminer pour dire que l'annulation de la dette, mais à la seule condition que ça soit accompagné par des réformes structurelles de nos États. D'accord, merci Souleymane. Abdelgij, rapidement également un mot de conclusion sur cette question donc, de la mobilisation des sociétés civiles, des mouvements sociaux. Qu'est-ce qu'il faut privilégier comme action actuellement pour faire pression pour cette annulation? La dette étant un problème systémique, nous en Tunisie, surtout le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, plaide pour repenser le modèle de développement économique et rompre, sinon au moins prendre du recul par rapport aux recettes néolibérales. Première action, et nous avons entamé, on avons même finalisé une étude sur la question quelle alternative pour le modèle actuel. Deuxièmement, nous sommes engagés pour imposer des réformes, comme je vous ai dit, pour les secteurs dont j'ai cité tout à l'heure, le secteur informel, l'évasion et les privilèges fiscaux et surtout la fuite des capitaux. Troisièmement, on va continuer à plaider et militer pour l'audit justement de la dette avec une participation directe et effective justement de la société civile, suivie d'un débat national sur les résultats
de cet audit. Et nous sommes en train de se mobiliser par des pétitions, par des contacts avec les parlementaires, avec les partis politiques pour sensibiliser tous ces acteurs à ces différentes sections, différents dossiers que nous considérons qui devraient avoir une priorité absolue. Parce que nous considérons que la Tunisie actuellement passe par un tournant réellement dangereux. Parce qu'avec l'épuisement du modèle actuel, nous sommes en train d'assister à l'accroissement des flux de capitaux, d'assister à l'exode des gens qualifiés, médecins et autres, d'assister à l'aggravation des déficits, genre déficits énergétiques et hydriques, qui sont nécessaires pour tout développement et pour toute croissance, d'assister à la dégradation institutionnelle qui est nécessaire pour accompagner tout effort de développement économique. Donc, on considère que nous sommes dans un tournant et la question de la dette vient de peser avec un poids encore plus lourd qui handicape tout effort pour relancer notre économie sur des bases saines, surtout en repensant le modèle de développement économique. Éric Toussaint, je vois que tu as répondu partiellement d'ailleurs déjà à une question sur que faut-il faire. Donc, taxer fortement les multinationales, utiliser les ressources générées pour les investir dans la transformation des matières premières. Quelles autres pistes y a-t-il? On connaît quand même des pays qui, dans l'histoire, ont suspendu le paiement de la dette. On se souvient de l'Argentine ou par exemple de l'Équateur ou à certains moments la Bolivie. On en a parlé aussi avec Evo Morales à l'époque. Il est possible d'annuler la dette. On est bien d'accord. Donc, quels sont les efforts que peuvent faire les sociétés civiles? Oui, donc il y a des exemples. Il y a des exemples au cours des 20 dernières années, pour ne pas remonter à des exemples plus anciens. L'Argentine a suspendu le paiement de sa dette fin 2001 et a connu la récupération économique et de sa vie entre 2002 et 2009 avec un taux de croissance de l'ordre de 8% par an. Tout ça parce que, au lieu de rembourser les créanciers, le gouvernement réinvestissait plus dans l'économie locale et notamment en compensant les pertes de revenus pour les personnes qui avaient perdu leur emploi et qui étaient organisées dans un mouvement appelé les piqueteros, qui occupait un peu comme les gilets jaunes les voies de communication. L'Équateur a procédé à un audit de sa dette en 2007-2008 et j'ai fait partie de la commission d'audit de la dette de l'Équateur instituée par le jeune président de l'époque, Rafael Correa. Et suite aux conclusions de notre commission d'audit, où il y avait une majorité de délégués des mouvements sociaux équatoriens et une petite minorité d'experts internationaux, des campagnes d'aide, et j'en ai fait partie, les autorités de l'Équateur ont suspendu unilatéralement le paiement de la dette sur la base de notre audit, en disant que la dette que les marchés financiers réclamaient au pays était illégitime et illégale, et le pays a vaincu ses créanciers. C'est-à-dire qu'après 6 mois de suspension de paiement, l'Équateur a dit maintenant, nous vous proposons, et vous n'avez pas véritablement de choix, c'est oui ou non. Vous nous revendez les titres de la dette avec une décote de 70%, ou bien vous pouvez tapisser votre WC ou votre salon des titres de la dette. Et ça a marché très bien. Les créanciers ont filé douce et ont accepté l'offre équatorienne massivement. Il n'y a pas eu de représailles et l'Équateur a pu réinvestir dans la santé et l'éducation. Donc oui, il y a des expériences de ce type-là qui sont importantes. Elles ne sont pas suffisamment nombreuses et il est important que les mouvements sur le plan international, tous les mouvements, pas simplement les mouvements de dette, intègrent dans un programme commun un volet dette qui inclut le refus de payer les dettes illégitimes et les mesures économiques alternatives qui permettraient d'éviter que se reconstituent, après des mesures d'annulation,
une nouvelle boule de neige de développement de cette dette. Et donc, j'en appelle à un maximum de mouvements citoyens à unir nos forces, pas en abandonnant les différentes priorités des différents mouvements, mais au moins en se mettant d'accord sur des points communs fondamentaux, sachant que la dette redevient une question absolument prioritaire si on veut répondre à la crise sanitaire et économique qui affecte de plus en plus les populations du monde et notamment des populations des pays en développement. Merci beaucoup, Eric. Merci à tous les trois. On va s'en arrêter là. On a un petit peu dépassé le temps qui nous était imparti, mais ce n'est pas très grave. Donc, merci à vous. Je crois qu'on a à peu près répondu aux questions qui étaient posées. Souleymane, je suis désolée, mais on doit arrêter parce qu'il est déjà on a dépassé l'heure. Donc, merci beaucoup à vous trois. Merci à tous ceux et toutes celles qui nous ont regardés à distance et Merci. dont on a du mal à évaluer le nombre, mais on verra ça tout à l'heure. Donc, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir à une autre occasion. Et puis, merci à vous et bonne soirée. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci bien. Au revoir. Merci. Au revoir.